Plus de 450 millions de personnes à travers le monde sont atteintes de pathologies et autres problèmes mentaux. C'est une réalité qui touche aussi l'Afrique. Avec ce fléau, il est possible de se poser la question par rapport au traitement et à la prise en charge des malades mentaux ici au Sénégal. Culturellement, dans plusieurs pays africains, la source même des handicaps psychosociaux est souvent liée à des croyances traditionnelles. Différents types de traitements existent, dépendamment de l'appartenance ethnique, comme le Ndepe chez les Lébou ou le Tour chez les Manjaak. Nous avons l'honneur de recevoir deux experts sur la question de la santé mentale tout de suite sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Diakhaté. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va bien. Bonsoir, Monsieur Faye. Sophia, ça va? Ça va bien. Oui, bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Je suis très contente de vous avoir tous les deux pour parler d'un sujet crucial, on dirait, qui est la santé mentale dans notre société. Je suis le professeur Papa Lamine Faye. Je suis médecin psychiatre et j'exerce cette profession depuis 17 ans. Pourquoi la psychiatrie? Parce que on s'est rendu compte que 70 à 80% des maladies organiques, c'est-à-dire les maladies du corps, étaient d'origine psychologique. Bonjour, je suis le professeur Djibi Diakhaté, je suis sociologue, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département des psychologues conseillers. Je suis le directeur de la recherche et de la coopération de l'Institut africain de management. Je suis enseignant-chercheur associé à l'université d'Evry à Paris et je suis membre du Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal. La notion même de santé mentale, si on revient dessus, elle connaît son émergence depuis la création de l'OMS en 1946. Mais qu'est-ce qu'elle représente et quel est notre rapport, nous, en tant que société, avec la notion de santé mentale ici au Sénégal? Alors, je voudrais commencer par saluer et remercier tous les téléspectateurs de ITV et remercier mon ami et frère, le professeur Faye. En réalité, il faut voir que la question de la santé a toujours été la question de l'humanité. Elle a toujours été la question de toutes les sociétés. Et quand elle est référée maintenant à la question de la santé mentale, dans nos sociétés traditionnellement, il y avait des mécanismes de prise en charge. D'abord, il y avait des mécanismes de détermination, donc leur donner un contenu, leur donner un sens. Mais il y avait aussi des stratégies de prise en charge qui étaient le plus souvent des stratégies collectives et communautaires de prise en charge. Donc, cela veut dire qu'à chaque fois que l'on voyait un cas de maladie mentale, on considérait cela comme une sorte d'alerte. On considérait qu'il y avait une sorte de fissure entre le monde des hommes et le monde des dieux. Voilà qui fait qu'il y avait un certain nombre de représentations surnaturelles, métaphysiques, qui accompagnaient la perception de la santé mentale. Et qu'en conséquence, lorsque la maladie mentale frappe un acteur, ce n'est pas seulement cet acteur qui est concerné, mais c'est toute la collectivité qui est concernée. Voilà qui fait que ça faisait l'objet d'une prise en charge collective. Lorsque vous vous référez au conte d'Amadou Koumba de Birago Diop, il y a une séquence dans laquelle il parle de Sarzan le fou. Alors Sarzan, sergent, est devenu malade mental parce que simplement il s'est attaqué à des représentations, à des considérations surnaturelles, à des sanctuaires lignagés que l'on appelle Khamb. Et ces choses-là se sont rebellées contre lui. Et à partir de ce moment-là, c'est toute la communauté qui devait se mobiliser pour l'aider à sortir de cette difficulté. Mais en l'aidant à sortir de cette difficulté, la communauté, dans une très large mesure, se réconcilie avec les forces surnaturelles. Donc, disons que ce milieu, c'est pourquoi je disais tantôt que c'est le milieu qui détermine tout, ce milieu avait ses conceptions, ses considérations, ses croyances, et au terme de toutes ces activités, on accordait un sens à la maladie mentale et un mécanisme de prise en charge. Donc, c'est un milieu particulier qui fonctionnait d'une certaine manière, configuré d'une certaine manière, qui avait un certain réflexe et un certain mécanisme mis en place pour accompagner la maladie mentale. D'accord. Alors, en quelque sorte, c'est vraiment la maladie elle-même peut être définie, du côté social par l'environnement. C'est-à-dire que c'est l'individu, on ne peut pas le sortir de son environnement et lui donner une définition quelconque. C'est par rapport à son environnement qu'il se définit.
Tout à fait, c'est bien dit comme ça. Maintenant, ce qu'il faut voir, et on le verra certainement à la suite, c'est que ce milieu-là a connu un certain nombre de métamorphoses. Tout à fait. Donc il y a eu des changements qui se sont produits, et ces changements ont expliqué aussi une nouvelle perception et une nouvelle conception de la maladie mentale qui est différente de la façon dont on l'a concevée traditionnellement. Tout à fait. D'ailleurs, la conception de la maladie mentale, j'aimerais qu'on y revienne avec vous, professeur Faye. Vous pouvez, c'est extraordinaire de vous avoir ici parce que vous êtes psychiatre donc de formation et d'exercice. Donc, vous pouvez nous renseigner vraiment sur l'aspect technique aussi de tout ce qui est maladie mentale. Par exemple, si je vous demandais ici au Sénégal, quels sont les 3 types de maladies mentales les plus répandues? Ce seraient lesquels? Voilà. Safia, je vous remercie pour cette invitation. Ça me fait un grand plaisir de retrouver le professeur Djiby Diakhaté. L'émission me donne l'occasion effectivement de parler d'un sujet qui est un peu difficile à aborder en société, ou en tout cas quand on en parle, c'est surtout sous forme de faits divers assez dramatiques, qui donnent une représentation vraiment très dramatique de la maladie mentale. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, de toute façon, on va revenir sur les problèmes de représentation parce que je pense que c'est extrêmement important, puisque de toute façon, les maladies mentales prennent des formes et des sens en fonction des sociétés. Et c'est tout à fait ça. Il faut dire aujourd'hui que quand on diagnostique une maladie mentale chez une personne, la première chose que les gens doivent comprendre, c'est que ce n'est pas un diagnostic qui est direct. La personne vient avec des manifestations comportementales, des manifestations cliniques pour lesquelles on fait des investigations pour être sûr que derrière ces symptômes, il n'y a pas une organicité. Je veux dire que quelqu'un peut avoir une tumeur cérébrale qui va avoir un masque psychiatrique. Quelqu'un peut avoir des troubles cardiovasculaires ou bien même un problème d'anémie qui peut se manifester sous forme psychiatrique. Et donc la première chose à faire effectivement, c'est d'être sûr qu'il n'y a pas d'organicité derrière parce qu'en réalité, la maladie mentale ne tue pas, excepté effectivement des cas de suicide. Donc, une fois que cette démarche diagnostique est faite et qu'on s'assure qu'il n'y a rien derrière, c'est un malade qui peut être pris en charge sur un plan purement psychiatrique. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, les 3 diagnostics les plus prédominants que nous rencontrons nous fréquemment dans notre pratique, c'est les troubles psychotiques, notamment la schizophrénie, c'est les troubles bipolaires, c'est des troubles de l'humeur, et c'est les troubles anxieux. Alors, ce que les troubles psychotiques comme la schizophrénie et les troubles bipolaires ont en commun, c'est la notion de psychose. Et quand on parle de psychose, c'est justement cette perte de contact avec la réalité. C'est-à-dire que l'individu va émettre des idées qui sont en opposition évidente avec la réalité commune et il va avoir une conviction inébranlable par rapport à ces idées qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui font qu'à un certain moment, il y a une sorte de fissure, une cassure qui s'installe entre lui et le groupe social. D'où effectivement, nous allons y revenir plus tard sur la définition justement de la normalité par rapport au groupe. Qu'est-ce que le groupe considère comme normal et à partir de quand est-ce qu'on considère qu'il y a une transgression qui nécessite effectivement peut-être une prise en charge selon les règles de la société, bien sûr. Tout à fait. Vous avez parlé de schizophrénie, de bipolarité et de troubles d'anxiété. Ce sont des choses qui se soignent, bien évidemment. Oui, il y a toute une panoplie de prise en charge, généralement qui se résume à 3 choses. C'est dans un premier temps les médicaments. Ensuite, il y a l'accompagnement psychologique que nous appelons la psychothérapie. Il y a aussi la sociothérapie, c'est-à-dire le groupe social, on en a besoin parce que c'est quand même le contenant, c'est le groupe à partir duquel est issu l'individu et c'est le groupe dont l'individu a besoin aussi pour se reconstruire. Parce qu'il y a un autre volet dans la prise en charge qui est la réinsertion et la réhabilitation de l'individu. Oui, j'imagine qu'il y a la suite logique de tout ce traitement. On va commencer bien sûr par la première chose que vous avez définie comme traitement, c'est-à-dire les médicaments. Lorsque quelqu'un est atteint de maladie mentale et qu'il commence à prendre des médicaments, je pense que les avis sont assez partagés par rapport à ces médicaments-là. Parce que souvent, vous me dites si je me trompe, ce sont des choses que la personne qui est diagnostiquée comme schizophrène ou bipolaire, souvent prend pendant toute sa vie. Et des fois, c'est des choses qui la changent intérieurement ou c'est des choses sans lesquelles elle ne peut pas fonctionner. Comment doser en fait ces médicaments et qu'est-ce que vous diriez à des gens qui sont complètement contre
la prise de ces médicaments parce que justement ça a tendance à peut-être changer la nature même de la personne. Si c'était une personne très active, très sociale, on se rend compte que la personne se renferme un peu sur elle-même ou bien change de comportement. Qu'est-ce qui fait cela? Alors, il y a presque une réponse dans la question que vous posez. C'est-à-dire pourquoi les gens sont méfiants. Vous expliquez que c'est parce que finalement, ça change la personne. Oui. En fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand la personne change, c'est à cause de la maladie, pas à cause des médicaments. Maintenant, il peut arriver qu'une personne soit sous, par exemple, médicaments neuroleptiques. On les appelle aussi des antipsychotiques. C'est des médicaments qui permettent justement de combattre le délire, de combattre des hallucinations et de faire que la personne retrouve une meilleure communication avec les siens. Alors, les neuroleptiques, quand vous les prenez, il peut arriver que vous ayez des effets secondaires. Et ces effets secondaires peuvent donner l'impression qu'il y a une aggravation de la maladie, mais c'est des effets secondaires qui peuvent être spectaculaires, qui peuvent être angoissants pour l'entourage. C'est juste que le médecin doit communiquer dessus, d'autant plus que ça n'arrive pas à tous les patients et ça peut se présenter en début de traitement. C'est un sujet neuf qui n'a jamais pris de neuroleptique. Après, il y a des médicaments à côté qui permettent de combattre ces effets secondaires. Et une fois qu'on s'habitue aux neuroleptiques, ça ne pose plus de problème. On trouve la dose optimale, puisque au début, on ne sait pas quelle est la dose qui est optimale pour l'individu. On trouve la dose optimale et on continue avec ces doses qui constituent peut-être une dose d'entretien, voilà, pour le reste de la vie de l'individu. D'accord. Et par rapport à des médicaments comme les anxiolytiques, le problème qui se pose, c'est surtout le problème de la dépendance. Oui. Et la plupart des gens, effectivement, refusent de prendre des médicaments psychotropes du fait de cette dépendance. La dépendance n'est induite que par les médicaments anxiolytiques. Voilà, genre Alpraz, genre Valium. Et pour ça aussi, il y a des règles de prescription à respecter, des dosages à prendre. Et c'est là où vraiment on recommande aux gens très fortement de ne pas être dans l'automédication. Parce qu'il peut arriver que vous ayez une sœur à la maison qui a eu une insomnie et à la suite d'une consultation, on lui prescrit des benzodiazépines. Et vous avez effectivement le même problème ultérieurement et il vous dit, mais pourtant ça m'a réglé mon problème. Exact. Justement, on a vu des gens qui, après peut-être quelques jours de prise, sont restés dépendants maintenant depuis presque 10 ans et ils ont du mal à s'en départir parce que ça pose un réel problème de sevrage. C'est un sujet très délicat quand on parle des médicaments parce que surtout qu'actuellement, dans beaucoup d'endroits à travers le monde, il y a cette épidémie d'addiction aux comprimés comme le Valium, le Xanax, etc. Donc, c'est bien de dire qu'il faut faire attention et qu'il ne faut surtout pas être dans l'automédication. Tout à fait. Mais vous avez soulevé un point sur lequel j'aimerais revenir avec M. Diakhaté, c'est la sociothérapie. Parce qu'on sait que la santé mentale mérite une attention particulière. Et les gens, en général, atteints de santé mentale peuvent être un danger pour eux-mêmes ou pour la société. Et ils ont souvent besoin ils ont besoin de leur environnement, comme on disait, mais souvent ils sont marginalisés, surtout ici au Sénégal. Ils sont rejetés, marginalisés. Comment arriver à expliquer ou alors à poser un point de vue sociologique, l'acceptation même de ces personnes-là ou la réinsertion? Comment ça se passe dans la société? C'est pourquoi je disais tantôt qu'il y a des métamorphoses que nos communautés ont connues. Et ces métamorphoses ont fait d'une certaine manière que nous considérons le malade mental comme seul responsable de sa situation. Et en considération de cela, c'est une présomption de culpabilité qui est accordée au malade mental. Il est coupable. Alors que je disais que dans nos traditions, on considérait que c'est une alerte pour toute la communauté. Et donc c'est toute la communauté qui se mobilisait pour prendre en charge le malade mental. Aujourd'hui, on a l'impression que ça devient un fardeau pour la famille du malade mental. Et dans certains cas même, c'est des gens qui sont plus ou moins rejetés, exclus, et qui doivent se contenter d'être dans la rue. Vous pouvez voir un peu le décor de la rue à Dakar ou de la rue dans beaucoup de milieux au Sénégal, dans beaucoup de localités au Sénégal. Alors des malades mentaux qui errent parce que personne ne veut plus les prendre en charge. C'est un divorce total avec la famille, un divorce avec la communauté, un divorce avec la société, et ça constitue un sérieux problème pour la communauté et pour le malade mental, parce qu'il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'accompagnement. Alors je crois qu'à ce niveau-là, il faut aller peut-être et complètement vers un changement de paradigme qui va consister à avoir une communauté moins pathogène. En fait, quelque part aussi, on a une communauté qui a des réflexes qui sont de nature non seulement à créer la maladie mentale, mais aussi à l'entretenir après. On a l'impression que comment faire pour faire en sorte que cet individu qui est dans des difficultés, qui vit un drame, soit tiré d'affaire.
il y a le clinicien qui intervient, mais il a besoin aussi de l'accompagnement. Il a besoin de l'accompagnement, de la participation de la communauté. Et cette dimension-là est une dimension excessivement importante, certainement dans la cure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la prévention. Je crois que c'est aussi un élément important. On parle du malade mental, mais considérez que nous tous, en substance ou en pointillé, nous sommes quelque part frappés de maladie. Exactement. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la communauté, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la société, au niveau de la famille, pour mettre en place un dispositif qui ne favorise pas trop les perturbations. Or, nous sommes dans un milieu où vous avez des contradictions, par exemple, des contradictions profondes par rapport aux repères. Les repères sont-ils de type occidental? Les repères sont-ils de type oriental? Les repères sont-ils de type africain traditionnel? Donc, problème de confusion dans les repères, problème de relation entre les individus, problème de compétition à tous les niveaux, concurrence, compétition, rivalité, haine, difficulté, burn-out dans les lieux de travail. Ouais, donc, tout à l'heure, on parlait de troubles d'anxiété, mais en fait, tout le monde a des troubles d'anxiété. Que finalement, le milieu est devenu pathogène en tant que tel. C'est ça que je veux dire. Alors, comment maintenant travailler? Et c'est là peut-être où nous sommes obligés, nous, de travailler ensemble en termes de sensibilisation, d'éducation, de communication, pour que la communauté comprenne aussi sa part de responsabilité à tous les niveaux dans cette affaire et la nécessité de son engagement pour, sinon, arrêter le phénomène, le drame de façon totale, du moins l'atténuer. Je crois que c'est important, sinon ça va être compliqué. M. Faye aura beau être très compétent, très engagé, très volontaire, s'il n'y a pas du répondant du côté de la communauté, du côté de la société, ça va être difficile. Exactement, parce qu'il faut prendre le problème à la source déjà pour pouvoir le régler. Vous avez parlé d'une part de responsabilité de la communauté, on va y revenir tout à l'heure et je pense que c'est très très important et il faut avoir le courage de le dire. Il y a certaines habitudes qui sont assez néfastes et malsaines qu'on entretient dans nos communautés et qui peuvent résulter en problèmes de santé mentale, tout à fait. En parlant de responsabilité, de cause, de source, je voulais vous demander, Monsieur Faye, on a parlé de schizophrénie, de bipolarité. En général, quelles peuvent être les causes de ces maladies, à part bien sûr les dynamiques environnementales et sociétales? Oui. D'ailleurs, c'est justement par rapport à ces causes qu'actuellement, le terme maladie mentale même commence à être battu en brèche au profit justement de troubles mentaux. Parce que quand on parle de maladie habituellement, c'est parce qu'on a repéré une cause précise. Comme par exemple pour le paludisme, on peut isoler Plasmodium falciparum, qui est le parasite qui crée effectivement le palu. Alors que pour la maladie mentale, il n'y a pas de cause précise. On parle plutôt de causes multifactorielles. Ça veut dire qu'à la base, il y a 3 causes. Les causes génétiques, on ne sait pas qui est prédisposé, d'autant plus qu'il n'y a pas de diagnostic avant la maladie. La prédisposition génétique, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans une famille où un membre de la famille peut faire la maladie. Ça veut dire qu'il y a de très fortes chances pour que vous aussi, vous ayez cette prédisposition. Deuxièmement, il y a les causes psychologiques. Les causes psychologiques relèvent de la manière dont vous avez été éduqué. Voilà, les maltraitances, les abus, les négligences, les carences affectives, voilà, les privations. C'est des choses qui rentrent dans la construction de la personnalité et qui risquent de rester des stigmates et qui ultérieurement peuvent vous fragiliser. Et enfin, la troisième cause, c'est la cause socio-environnementale. Et cette cause socio-environnementale, ces 3 causes, ils vont rentrer en interaction et c'est ce qui risque de provoquer la maladie mentale. Cela veut dire qu'une fois que vous avez la prédisposition et que vous êtes soumis à un stress extrêmement intense, supposons un harcèlement moral au travail, une situation d'agression, ça peut rapidement vous plonger peut-être dans une dépression ou une autre forme de maladie mentale, ou en tout cas faire émerger une maladie qui est aiguë ou bien qui est chronique. Okay. J'aimerais rentrer en plein dedans et vous poser une question très concrète. La prise de cannabis, par exemple, est-ce qu'elle peut être source de troubles mentaux? Parce que souvent, il y en a qui disent que non, que c'est ce qu'on appelle entre guillemets des drogues douces, et que ça ne peut pas créer ce déclenchement de troubles mentaux. Et il y en a d'autres qui disent que oui. Quel est votre avis sur ça? Je dis d'emblée si. Le cannabis est aujourd'hui reconnu comme effectivement une sorte de détonateur par rapport justement à l'avènement du trouble mental. Je parlais tout à l'heure de la cause socio-environnementale.
Un sujet jeune peut prendre du cannabis et développer la maladie, un autre peut ne pas avoir de maladie du tout, même après 10 ou 20 ans de prise. C'est parce que tout simplement, le sujet jeune, avec ce cannabis, peut faire en sorte que la prédisposition génétique, justement, favorise l'émergence de cette maladie mentale. Alors que quand quelqu'un n'est pas prédisposé, il en prend, ça ne lui fait rien. Et c'est là où on attire l'attention des jeunes et qu'on donne ce message de santé publique. C'est que le meilleur traitement, c'est de ne jamais en prendre. Parce qu'on ne sait jamais qui est exposé ou pas. Et donc, une fois qu'on en prend, on peut facilement hypothéquer son avenir, son avenir et ses ambitions. Et c'est important de le dire aux jeunes, comme vous le dites, parce que justement, le message à lancer, c'est que c'est pas parce que ton ami ou la personne avec qui tu es tous les jours en consomme, et déjà c'est illégal, il faut le dire, ici au Sénégal, et c'est pas parce que la personne à côté de toi en consomme et vit sa vie totalement normalement que toi, ça va être pareil pour toi si tu en prends. Donc, il faut juste l'éviter. D'ailleurs, à un moment donné, les épidémiologistes avaient dit que si on parvenait à réduire la consommation de cannabis, puisqu'on pensait que le cannabis était effectivement ce qui provoquait de la schizophrénie, on pourrait réduire la prévalence de la schizophrénie. Mais on s'est rendu compte que la prévalence de la consommation de cannabis a augmenté, mais la prévalence de schizophrénie est restée la même. Voilà. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'autres études à faire sur ça. En tout cas, c'est un sujet très passionnant. Il y avait le professeur, je vais continuer avec vous, Monsieur Faye, avant de revenir avec vous, Monsieur Diakhaté. Il y avait les dires de ce professeur qui s'appelle Monsieur Pierre San, qui avait fait une étude justement sur l'état de la santé mentale en général en Afrique de l'Ouest. Et il avait remarqué un manquement dans la prise en charge en déclarant que le gouvernement devait justement prendre plus de responsabilités en offrant des financements plus adéquats et plus adaptés à la situation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? On a l'habitude de le dire, la santé mentale est le parent pauvre de la médecine. C'est surtout en matière de financement. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de ressources. Si vous voyez aussi, c'est par rapport à des priorités. Des politiques de santé qui donnent la priorité à des maladies qui tuent, des maladies comme le sida, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Et l'essentiel de ces financements vont habituellement à ces genres de pathologies. Mais ce que l'OMS a compris depuis un certain nombre d'années, c'est qu'en fin de compte, il est très difficile de traiter un diabétique déprimé. C'est-à-dire que la dépression était sous-diagnostiquée, c'est ces malades qui présentaient des pathologies chroniques. Ça veut dire que quelqu'un qui est déprimé, il est difficile de lui faire respecter un régime alimentaire. Il est difficile de lui faire prendre des médicaments parce que c'est quelqu'un qui est un peu dans le découragement, dans la tristesse. Et il fallait effectivement dépister et diagnostiquer une dépression sous-jacente pour améliorer la prise en charge de façon globale. Ce qui fait que vraiment, la politique aujourd'hui qui est en train d'être mise en place, c'est de faire en sorte que la santé mentale intègre tous les autres programmes, notamment le sida, la santé de la reproduction, où on sait que par exemple une femme enceinte, déjà en soi, est quelqu'un qui n'est pas totalement stable. Oui. Elle a besoin d'accompagnement. Et donc aujourd'hui, la santé mentale effectivement s'inscrit dans ces programmes pour effectivement prodiguer tout l'accompagnement. Le financement, ce n'est pas seulement par rapport à la politique. Je pense que l'État devrait s'atteler à justement motiver les étudiants à embrasser cette spécialité. Parce que si je regarde un peu les dernières bourses qui ont été accordées aux étudiants qui font la spécialité après la thèse de médecine, l'essentiel des bourses a été donné à d'autres spécialités comme la gynéco-obstétrique, comme les étudiants qui se spécialisent en maladies cardiovasculaires. Et puis la psychiatrie a été laissée un peu en rade. Et donc, motiver les étudiants à justement embrasser ces spécialités, c'est mettre à leur disposition des bourses assez conséquentes qui leur permettent de pouvoir poursuivre les études. D'autant plus que les parents sont généralement très réticents à laisser l'enfant embrasser une telle carrière, puisqu'on se dit que mais comment tu peux faire une médecine et après te retrouver en train de traiter des fous. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Diakhaté, le fait que les parents soient réticents de laisser leur enfant étudier la psychiatrie ici? Est-ce que c'est profondément culturel? Comme l'a dit Monsieur Faye, tu fais de la médecine et tu te retrouves, entre guillemets, à traiter des fous, à t'occuper des fous. Pourquoi? Je crois que la dimension culturelle, elle est présente à tous les niveaux. Cette dimension culturelle explique certainement cette réticence des parents. Cette dimension culturelle explique aussi certainement
comment on traite le malade mental chez nous. Regardez, quand quelqu'un est impoli, mais exagérément impoli, on dit en Wolof, danga rew ba dof. C'est comme si la maladie mentale serait le summum, donc le niveau le plus élevé de l'indiscipline. Donc ça c'est des représentations, c'est un certain nombre de stéréotypes. Et ce sont ces stéréotypes aussi qui expliquent certainement que toute l'importance, tout l'intérêt qui devait être accordé à ces secteurs ne l'est pas au niveau de nos gouvernants. C'est quand même un sérieux problème, ça. C'est moi peut-être qui peux le dire avec plus d'autorité que professeur Faye, parce que lui, il est dedans. Mais de quelqu'un qui est externe, un peu neutre, qui observe, parce qu'il m'arrive de me rendre au niveau de la clinique psychiatrique de Fann. Et même quand on parle de Fann, même quand vous allez pour un autre besoin, il y a un stigma. On pense toujours que c'est la psychiatrie. Exactement. Il y a un stigmate. Qu'est-ce que vous étiez allé faire à Fann? C'est quand même un problème, quoi. Oui. Je veux dire qu'il y a un travail de déconstruction qu'il nous faut forcément enclencher. Parce qu'il y va du bien-être des populations. Et ce bien-être, c'est aussi sa dimension psychologique, c'est sa dimension psychique. C'est une dimension fondamentale. Donc, c'est pourquoi je dis il faut réinterroger nos pratiques culturelles, il faut réinterroger nos représentations et il faut un travail d'éducation de masse, de sensibilisation, de communication et à tous les niveaux, vers les gouvernants, vers les spécialistes ou ceux-là qui sont en train d'être formés, vers les communautés. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on changerait un peu le dispositif culturel de manière à considérer que c'est une perturbation, c'est une maladie comme toutes les autres maladies, qui a besoin de l'attention, qui a besoin d'accompagnement, et qu'après, l'individu peut parfaitement retrouver sa place dans le dispositif social, dans le dispositif communautaire. On l'a vu, hein, il y a des gens qui étaient... Nous tous, je l'ai dit, quelque part, nous sommes plus ou moins perturbés. Et que si la situation perdure avec tous les problèmes, on risque aussi d'avoir une perturbation beaucoup plus grave. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on fait en termes de prévention ? Qu'est-ce qu'on fait en termes de changement de comportement, de nos relations avec les autres? Qu'est-ce qu'on fait en termes de représentation et de conception qu'on a de la maladie mentale? Donc tout ça renvoie à des pratiques et à des représentations culturelles. Encore une fois, il faut de la déconstruction quelque part et il faut une nouvelle perception qui nous permette finalement de considérer le malade mental comme l'un de nous. Comme quelqu'un qui a besoin de notre accompagnement, qui n'a pas besoin d'être jugé, qui n'a pas besoin d'être stéréotypé, d'être marginalisé et d'être emprisonné. Lorsque Michel Foucault parle de prison, il parle de prison ouverte et de prison fermée. Les prisons fermées, c'est Rebeuss. Les prisons ouvertes, c'est quand vous êtes dans la communauté, mais vous êtes emprisonné. Exactement. Vous êtes libre, mais personne ne veut s'accompagner de vous, personne ne veut être votre ami, personne ne veut être votre père, personne ne veut être votre mère. Vous êtes livré à vous-même, mais vous êtes emprisonné. Il s'agit d'une prison ouverte. Il faut cesser peut-être d'enfermer les malades mentaux dans ces prisons ouvertes et leur permettre finalement d'accéder au bien-être. C'est parfaitement possible avec la partition des uns et des autres. Quand je dis des uns, nous avons les techniciens, nous avons les cliniciens formés à bonne école et qui peuvent mettre en place le dispositif qu'il faut pour accompagner. Mais il faut de l'autre côté, comme je l'avais dit tantôt, un répondant de la part de la communauté. Ça suppose, bien entendu, beaucoup de formation aussi, beaucoup d'éducation, beaucoup de communication, mais ça dépose aussi des moyens. Évidemment. Et si ces moyens ne sont pas à disposition, ça va être absolument difficile pour les techniciens de s'acquitter de toute la mission convenablement. Oh oui. Eh ben, on continue avec vous, monsieur Diakhaté, parce qu'on parle d'environnement social, on parle de nos réalités face à la santé mentale. Il y a cette discipline qui s'appelle l'ethnopsychiatrie, qui met en rapport justement, c'est en fait une psychiatrie transculturelle, qui met en rapport l'état mental avec la dimension culturelle et qui se veut lier les traitements justement médicaux, disons, pas occidentales, mais plus médicaux, comprimés, etc., avec les pratiques traditionnelles. On sait que les Lébous pratiquent le Ndeup, par exemple. Chez les Manjaak, il y a le Tour. Ce sont vraiment des pratiques traditionnelles qui sont liées à des individus faisant partie de ces communautés qui sont différents. On ne va pas dire anormaux, on va juste dire différents des autres. Et ces pratiques traditionnelles ont eu leurs résultats auparavant. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'ethnopsychiatrie et est-ce que c'est une discipline qui devrait être plus utilisée aujourd'hui? En français,
on dit arbre, en wolof, on dit garab. En français, on dit médicament, en wolof, on dit garab. Ça veut dire que l'arbre est un médicament. Oui. En conséquence, l'arbre, il doit être protégé. Parce que simplement, dans ces traditions, on considérait que l'arbre aussi est l'habitacle de forces surnaturelles. Et donc, il ne faut pas couper l'arbre parce que c'est à ses risques et périls. On devait protéger l'arbre. Ce rapport qu'on avait avec l'environnement, ce rapport qu'on avait avec la nature, dont parle le révérend père Placide Tempels dans un ouvrage qui est intitulé « La philosophie bantou », publié en 1945, et dont Senghor parle aussi dans Liberté 1, c'est un certain nombre de choses que des ethnopsychiatres, ici au Sénégal, ont essayé de développer en montrant qu'il y a une dimension traditionnelle. Et donc, cette dimension traditionnelle, cette dimension culturelle, pourrait jouer un rôle important en accompagnement. Donc, nous avons les cliniciens qui ont leur méthode, leur technique, leur expertise, leur science, mais que cette dimension traditionnelle pouvait constituer quelque chose qui vient renforcer davantage le dispositif mis en place. Parce que, au terme de l'activité, il s'agit de quoi? Il s'agit de réconcilier l'individu avec sa localité, de le réconcilier avec lui-même, de le réconcilier avec la communauté. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour prendre en charge toutes ces dimensions, pour intégrer? Donc, il faut une dimension, il faut une approche intégrée. Il faut une approche systémique. Il a parlé de plurifactoriel. Donc, tous ces facteurs doivent être pris en charge. Vous parlez de Pouché les Lébou avec une certaine efficacité, de Moribayassa chez les Bambara avec une certaine efficacité. Maintenant, comment accompagner, comment faire en sorte qu'il y ait un link? Et à partir de ce moment-là, ça devient l'affaire de tout le monde. Exact. Moi, c'est ça le problème aussi, la santé. Éviter de surmédicaliser nos hôpitaux. C'est-à-dire de considérer que ne va à l'hôpital que le malade ou son accompagnant. Mais que l'hôpital devient l'affaire de tout le monde. Mais à partir de ce moment-là, il faut que l'hôpital soit moins inhospitalier. Un hôpital plus hospitalier. Vous voyez ce que je veux dire? Un hôpital plus ouvert, plus d'hospitalité, qui intègre tous les facteurs et qui sait quand même éviter, parce que des fois quand même il y a des représentations ou des pratiques qui sont excessives, à la limite abusives. Mais que l'on essaie d'installer tout ça dans une certaine rationalité, et c'est parfaitement possible. Daniel Sorper Pérez, Devereux, et dernièrement Catherine Clément, donc ont eu à travailler Marie-Cécile et Edmond Ortigue lorsqu'ils ont écrit Oedipe africain, mais c'était pour montrer qu'il y a une dimension sociale, qu'il y a une dimension culturelle. Et je crois que ça, ils l'ont parfaitement bien intégré et qu'il va falloir encore, moi je crois, davantage jouer sur la prévention et sur la communication. Je crois que c'est important, mais ça suppose encore une fois des moyens. Des moyens humains, il n'y en a certainement pas suffisamment. Des moyens matériels, il faut se déployer dans les localités, il faut avoir possibilité de communiquer avec les populations, de rencontrer les tradis praticiens en l'espèce, d'échanger avec eux sur leur expertise et sur la modalité d'effectuation de leur expertise. Mais tout ça, ça suppose des moyens. Encore une fois, ça suppose un accompagnement, ça suppose un appui. Mais il me semble que, franchement, nos cliniques psychiatriques ne sont pas suffisamment appuyées. À la limite, on a l'impression qu'elles sont simplement là. Et après, de l'autre côté, vous avez les populations qui ont un rapport plus ou moins compliqué avec les psychiatres. Je suis l'ami du professeur Faye, mais est-ce que toi, En fait, il y a un problème, quoi. Je vais à Fan, même si c'est pour aller à Albert Royer, c'est ça, hein, qui est à l'intérieur. On me dit, bon, non... Qu'est-ce que tu vas faire à Fan? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça, c'est vraiment beaucoup de travaux de déconstruction qui supposent beaucoup de moyens, vraiment beaucoup de moyens. Et je crois que si on le fait, il y a parfaitement possibilité, encore une fois, je veux dire, éradiquer le phénomène, ça va être peut-être, ça relève du rêve et de l'idéal, mais au moins l'atténuer et le contenir à une amplitude, voilà, qui soit acceptable. Un autre rapport. Et d'ailleurs, vous, monsieur Faye, comment est-ce que, dans votre exercice, dans votre pratique, vous prenez en compte l'aspect culturel dans le traitement de vos patients? Comment ça se passe? Est-ce que c'est au niveau du suivi que vous faites avec eux? Oui, absolument. Vous savez, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'approche holistique, d'autant plus qu'on définit l'être humain comme un être bio-psychosocial. Ça veut dire que sa prise en charge ne doit pas seulement se résumer à des médicaments, du biologique, mais il y a de la psychologie, il y a aussi du social. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut toujours se dire qu'on est médecin, on a une certaine position, un certain savoir, ce que nous appelons peut-être le savoir biomédical. Mais en face de ce savoir, il y a ce qu'on appelle le savoir profane. C'est-à-dire que l'individu que vous avez en face de vous n'a pas les mêmes représentations
de la santé et de la maladie. Un exemple tout simple. Il y a un patient, par exemple, qui est diabétique, qui présente une gangrène du pied et son pied doit être amputé. Vous, en tant que médecin, vous venez, vous voyez toutes les complications derrière et le risque de mort. Vous dites, on va vous amputer le pied. Alors, le patient refuse, vous vous offusquez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément exploré la représentation qu'il a de cette amputation. Lui ne voit pas derrière qu'on sauve une vie en amputant un pied, il voit qu'il perd un pied. Il perd un pied. Ouais. Voilà, c'est ces représentations-là qu'il faut essayer de concilier dans la prise en charge, au risque justement de créer des divergences autour des valeurs, autour des systèmes de représentation et d'aboutir directement à un échec thérapeutique. Et d'ailleurs, Durkheim le disait, c'est-à-dire quand on a posé la question, est-ce qu'en fin de compte, la maladie mentale n'est pas une déviance? C'est-à-dire que finalement, est-ce que la maladie mentale, ce n'est pas parce que la société étiquette la maladie mentale en tant que telle. Voilà, finalement, ce que ça crée, c'est que chaque fois que l'individu pose un comportement qui semble poser problème, il y a toujours des réponses coercitives où on se dit qu'il n'est pas normal, on amène à l'hôpital. Et c'est comme si l'hôpital était quelque chose, là où il faut enfermer les gens qui ne sont pas utiles pour la société. Oui. Et c'est là où tout le problème de la stigmatisation. Et donc, nous, c'est des choses que nous prenons en compte. Et dans la prise en charge, il arrive à plusieurs reprises que vous hospitalisez un malade, mais soit au début, ou en milieu, ou en fin d'hospitalisation, la famille vient vous voir et vous dit « Nous avons envie de compléter la prise en charge auprès de la médecine traditionnelle. » Pourtant, c'est un malade qui va bien, qui a retrouvé voilà, un mode de fonctionnement assez normal. Mais on pose cette question parce qu'ils ont envie de savoir pourquoi la maladie lui est arrivée. Il ne peut pas se contenter des explications qu'on leur donne. Ce qui fait qu'on est obligé de concilier ces deux traitements. Et c'est des représentations qui sont assez fortes et qui sont importantes. Quand vous ne les prenez pas en compte dans la prise en charge, le malade peut se dire que vous ne comprenez pas. Parce qu'en Afrique, il y a des réalités qui sont là qu'on doit vraiment prendre en compte. Oui, oui, oui. Et voilà. Et donc, il faut vraiment les concilier. Et cette collaboration est d'autant plus importante que dans une pathologie comme la schizophrénie, plus l'administration de médicaments est précoce, plus le pronostic est bon. Et donc, il faut encourager les familles à fréquenter l'hôpital pour être très rapidement mis sous traitement. Après, ils peuvent compléter le traitement par effectivement de la médecine traditionnelle. Ouais. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas justement cette collaboration, s'il n'y a pas cette discussion autour de la prise en charge, ça se fera au détriment du patient. D'accord. Donc l'ethnopsychiatrie est très importante, disons, surtout dans notre contexte socio-culturel. Absolument. Elle est d'autant plus importante que le professeur Diakhaté parlait tout à l'heure justement de l'homme, le milieu détermine l'homme. Et justement, une culture, un groupe donné, ils ont une manière de définir ce qui est pathologique. Exactement. Et en circonscrivant ce qui est pathologique, implicitement, on définit ce qui est normal. Oui. Et par exemple, aujourd'hui, il y a un diagnostic qui est posé de façon assez fréquente, c'est les enfants qui sont agités, qu'on appelle le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Oui. Voilà, c'est fréquemment posé, c'est pathologisé. Alors que peut-être il y a 50 ans ou 60 ans derrière, un enfant agité était considéré comme un enfant qui était bien vivant. Exactement. Voilà, et donc en fonction des sociétés, on peut voir apparaître justement de nouvelles formes de ce qui ressemble à ce qui est anormal. C'est incroyable parce que plus les générations avancent, plus les réalités changent, plus la perception des choses change. Vous avez donné un excellent exemple, les enfants qu'on diagnostique si jeunes, parce qu'ils sont, moi je les appelle des enfants pleins de vie. Est-ce que c'est vraiment mauvais un enfant qui est actif ou hyperactif entre guillemets? Pas forcément, et il y a d'autres moyens de gérer cela. Je pense que souvent on a tendance à stigmatiser ce qui nous dérange ou ce qui est difficile pour nous à gérer, parce que c'est plus facile pour un enfant, pour un parent de gérer un enfant qui est calme plutôt qu'un enfant qui est agité, qui est plein de vie. Donc directement il y a tendance à le diagnostiquer et essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'est dommage. J'aimerais qu'on revienne finalement sur cette définition de la normalité. C'est quoi la normalité en fait? Parce que lorsqu'on parle de santé mentale, il y a souvent, le focus est souvent mis sur les gens qui ont des pathologies assez poussées comme la schizophrénie, la bipolarité et tout. Mais la santé mentale, c'est pas seulement eux, ça nous concerne nous tous. Donc la première chose que j'aimerais vous demander, tout d'abord, Monsieur Diakhaté, c'est comment est-ce que vous et moi, et la personne qui travaille avec moi, la personne qui vit chez moi, mon frère, ma sœur, prend soin de sa santé mentale, d'une manière générale? En fait, c'est notre rapport à la communauté, c'est le rapport à la famille. C'est dès le bas âge, la famille qui nous inculque un certain nombre de valeurs
à travers le processus de socialisation et qui détermine à peu près l'espace à l'intérieur duquel nous devons circonscrire notre attitude. De façon générale, notre façon de parler, notre façon de regarder, notre façon de nous asseoir, notre façon de... Erving Goffman a écrit un ouvrage intitulé « Façon de parler », façon avec S, pour montrer que ces choses-là, on les acquiert dès le bas âge au niveau de la famille par ce processus d'intégration psychosociale. Alors maintenant, ça détermine aussi un espace de valeur en dehors duquel le comportement est considéré comme un comportement anormal. C'est la sphère de convenance et d'intelligibilité. C'est-à-dire que si vous avez un certain type de comportement, il n'est plus intelligible parce que vous sortez de cette distance raisonnable dont parle Schopenhauer. Donc il y a une distance raisonnable, il y a un cadre de valeur dans lequel vous devez forcément vous mouvoir. Alors ça signifie que lorsqu'on considère classiquement les sociétés, on va voir une sarabande de cultures accolées les unes aux autres, mais qui sont totalement différentes aussi les unes des autres. C'est-à-dire que chaque communauté aurait ses propres pratiques et ses propres valeurs. Et le cas échéant, la normalité serait changeante en fonction des communautés. Ça, c'est quand on considère classiquement les sociétés. Il n'existe rien de juste, dit Pascal, et d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, plaisante justice qu'une rivière borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ça veut dire que ce qui est considéré comme bon quelque part peut être considéré comme mauvais quelque part. Ce qui est considéré comme bon aujourd'hui peut être considéré comme mauvais demain. Pour chaque société du Durkheim, à un moment donné de son histoire, il existe une morale. Et c'est au nom de cette morale régnante que l'opinion juge et que les tribunaux condamnent. Donc, ça veut dire qu'au fond, vous avez toujours la société qui est là, vous avez toujours le groupe qui est là. Mais ça, je dis classiquement. Aujourd'hui, on tend vers une sorte d'uniformisation. En fait, la mondialisation est en train de se configurer comme une forme d'uniformisation des pratiques culturelles. Marshall McLuhan considère le monde comme un village planétaire. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel les valeurs ont tendance à s'uniformiser. Ce qui fait que justement, on peut parler de transculturalité, on peut parler de multiculturalité aujourd'hui. Mais dans tous les cas, la normalité se définit toujours par rapport à un groupe, elle se définit toujours par rapport à une période, par rapport à un moment donné, ce qui fait qu'il se peut qu'il y ait des changements dans l'espace, il se peut qu'il y ait des changements dans le temps, même si aujourd'hui on tend vers une uniformisation des structures culturelles. Mais en tout état de cause, je veux terminer avec cette affaire, c'est que on a l'impression que plus on va vers la modernité, plus on va vers des difficultés et des exigences. Oui. Nous vivons dans une civilisation du gadget. Herbert Marcuse, lorsqu'il écrit L'homme unidimensionnel, il montre que finalement nous sommes dans une société de consommation. Où finalement on a l'impression que la réflexion, c'est la consommation. On consomme des gadgets, on sort de la tabaski avec une pression terrible sur les acteurs. Il faut un nouvel habit, il faut un grand mouton, il faut etc., etc. Et le lendemain, on meurt de faim. En fait, voilà les problèmes, les nouveaux problèmes de notre société. Une société de consommation, il nous faut un téléphone portable. Aujourd'hui, le téléphone gelé. Pas n'importe lequel. Il me faut le dernier cri. 2 ans après, ce dernier cri devient un cri dépassé. Et il faut changer. En fait, voilà une société de consommation avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de compétition, beaucoup de haine, beaucoup de contradictions. Alors c'est absolument difficile et je crois qu'ils ont une charge de travail aussi qui devient de plus en plus importante corrélativement à ces transformations qui ne sont pas toujours maîtrisées et pilotées au niveau de la société. Et ça montre évidemment que la notion de normalité devient une notion de plus en plus complexe. C'est une notion complexe et justement cette circonscription dont vous parlez, je la trouve intéressante parce que, Monsieur Fay, lorsqu'on est circonscrit à une manière de parler, une manière de se tenir qui est considérée comme normale par la majorité, parce qu'en fin de compte, si je retiens ce que vous avez dit, la normalité, c'est l'acceptation de la majorité. C'est ça qui est défini comme normal, c'est ce que la majorité considère comme étant véridique. Et dès qu'on sort de ce cadre de vérité majoritaire, on commence à être considéré comme anormal. Et rien que cette circonscription peut être à l'origine, à mon avis, de troubles d'anxiété. Parce que je pense que nous tous, on souffre de troubles d'anxiété un jour ou l'autre, vivant dans une société où, par exemple, le père de famille qui se retrouve à la veille de la tabaski et qui ne sait pas avec quoi acheter son mouton. L'anxiété est là, l'anxiété règne, il a le stress de la famille. Comment est-ce que les voisins vont regarder ça? Comment est-ce qu'il y a des choses à prouver, il y a des choses, comme vous parlez, la compétition, etc. C'est comment, en fait, s'assurer que la personne lambda, comme vous et moi, n'atteint pas ce niveau de trouble d'anxiété auquel il a besoin, justement, de médicaments?
C'est à la fois, c'est difficile. Je veux dire que c'est difficile, puisque effectivement on vit dans une société où tout devient presque homogène. Quand quelqu'un fait quelque chose, j'ai envie de faire la même chose. Quand je ne le fais pas, j'ai l'impression d'être laissé en rade et de ne pas être avec la majorité, ce que chacun fait. Et ça rejoint un peu un besoin fondamental dont Maslow a parlé, le besoin d'appartenance et de reconnaissance. Quand effectivement on ne jouit pas de ce besoin, qu'on a tendance à ne pas le satisfaire, on peut ressentir de l'anxiété. Parce que chaque fois qu'on vit un peu en décalage par rapport à des besoins fondamentaux, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin de réalisation, ça génère du stress. Et le stress peut aller jusqu'à l'anxiété et parfois vous conduire même à la dépression quand la source de stress continue effectivement à perdurer. La santé mentale aujourd'hui, ce qui crée beaucoup de confusion, c'est que c'est un mot presque polysémique, plusieurs sens. On peut dire prévenir la santé mentale d'un enfant. Ce n'est pas la même chose qu'un centre de santé mentale ou un établissement public de santé mentale. Parce qu'en ce moment précis, la santé mentale est assimilée à de la psychiatrie. On peut le prendre aussi dans un sens beaucoup plus militant, en disant qu'on va remplacer le terme de psychiatrie par santé mentale, pour que tout le monde se sente concerné et qu'on ne réduise pas la santé mentale juste à ceux qui portent des pathologies mentales. Exactement. Voilà. Et que ce ne soit pas si mal vu d'aller voir par exemple le sociologue, parce que culturellement aussi parlant, si on va voir le sociologue, c'est comme si on avait vraiment des problèmes, alors que ce serait bénéfique pour tout le monde d'aller parler à quelqu'un. Même dans les politiques de santé, on parle de politique de santé mentale et de psychiatrie. Et donc même à ce niveau-là, il y a justement une certaine confusion qui règne. Mais la notion de santé mentale ajoutée à psychiatrie, c'est pour justement prévenir sur la dimension santé publique. Ça veut dire que chacun est concerné par la santé mentale en fin de compte. Et donc pour avoir une bonne santé mentale, effectivement, il faut se référer au groupe dans lequel on est en train de vivre, respecter un certain nombre de convenances, de règles assez explicites. Dans le cas contraire, comme je disais tout à l'heure, est-ce que la maladie mentale est un phénomène social? Quand on pose un comportement qui pose problème au groupe, le groupe peut considérer que c'est une transgression par rapport à des normes et en ce moment, vous êtes regardé d'une certaine manière. Ouais. La stigmatisation arrive et ça peut apporter effectivement des réponses qui ne vous arrangent pas forcément. Exactement. Écoutez, j'aimerais vous remercier tous les deux d'avoir partagé ce plateau avec moi pour un sujet qui n'est pas assez développé. Ici en tout cas dans notre cher pays et j'espère que la sensibilisation continuera à se faire parce que c'est important d'en parler. Donc merci professeur Diakhaté, merci professeur Faye. Vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous remercions toute l'équipe et nous vous donnons rendez-vous bientôt sur ITV.